l'équipe de topologie est comme un arbre qui avait initialement 3 branches, et ces 3 branches étaient tous des étrangers. Il y avait Poenaru, roumain naturalisé français. Il y avait Laurent Siebenmann, qui s'est illustré par la preuve de ce qu'on appelait la Hauptvermutung, conjecture fondamentale de la topologie, qui remontait à l'époque de Poincaré. Et il y a eu Harold Rosenberg, qui est venu ici d'une manière cocasse. Je l'avais eu comme étudiant à New York en 1965. À cette époque-là, il me disait « Mais pourquoi restes-tu en France avec ces traitements minables qu'on a là-bas? Regarde, moi je suis assistant, je gagne plus que toi. » Je l'ai retrouvé là-bas 3 ans après, à Berkeley, et il y avait la guerre du Vietnam. Il m'a dit, si je viens en France, est-ce que tu me trouveras un job? Je lui ai dit, je ne peux absolument rien te promettre, sinon que si tu viens, ben, je ferai ce que je pourrai. Un beau jour de 70, je vois Rosenberg, qui n'avait pas envie d'être envoyé au Vietnam, débarquer dans mon bureau et qui me dit « Tu m'as promis un job si je venais ». Eh bien, le CNRS, j'ai retrouvé sa lettre, me disait qu'il n'avait pas de poste définitif, mais ils se sont débrouillés pour lui trouver un poste provisoire. Et c'est ainsi que petit à petit, il s'est fixé à Orsay, a eu un poste de professeur associé dans la suite et a eu de très nombreux élèves qui se sont répartis ensuite, notamment à Dijon et un peu partout, et qui a un peu apporté avec lui une manière de s'occuper des doctorants qui n'était pas la même chez nous. Je ne dis pas que depuis le temps de mon bien-aimé patron Henri Cartan, qui vous laissait vous débrouiller complètement, les choses n'avaient pas changé, mais lui, Rosenberg, travaillait vraiment en collaboration avec ses étudiants, faisait des publications avec eux, et la suite a montré que c'était un mode de formation qui valait peut-être l'autre. Un jour, il m'a dit, mais ça c'est une parenthèse, j'ai un élève absolument formidable, il s'appelle Thurston. Et Thurston est effectivement resté 1 an à Paris. Ils ont fait une publication ensemble, et je pense que Thurston était destiné à devenir le plus grand géomètre du XXe siècle, c'est mon opinion. Bon, enfin ça c'est un cas particulier. Ceci est pour vous expliquer comment finalement on avait des facilités pour grandir et aller de l'avant. Maintenant, pourquoi les 3 branches de l'équipe de topologie, au départ, étaient-elles toutes les 3 occupées par des étrangers? Eh bien, c'est parce que il y avait eu de très grands topologues en France, sans parler de Poincaré, qui est le fondateur de la topologie algébrique, après quoi il y avait eu un grand trou, et puis il y avait eu Ehresmann à Strasbourg, il y avait eu Leray, évidemment, il y avait eu Henri Cartan, Jean-Pierre Serre, René Thom, et seulement à ce moment-là, il ne faisait plus de la topologie. Ehresmann avait quitté Strasbourg, il était à Paris, mais il s'intéressait aux catégories.
Serre n'a plus fait de topologie après sa thèse, qui lui avait d'ailleurs valu la médaille Fields. Cartan faisait de nouveau de l'analyse, Serre donc de l'arithmétique, Thom, je crois, était déjà dans la théorie des catastrophes qui est à la limite de la topologie. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, autour de gens comme Milner et Smale, il y avait un bouillonnement extraordinaire de la topologie des variétés. Et comme moi-même, j'étais plongé dans des problèmes un peu spécifiques et que je n'étais pas capable, à moi tout seul, de faire une véritable école de topologie, comme il en existait en particulier en Angleterre, aux États-Unis. Il s'imposait de faire appel à des étrangers. Et bon, la suite a montré que l'arbre a eu beaucoup de ramures, dont d'autres sont devenues des branches maîtresses, comme l'Odenbach par exemple. Des visites prestigieuses, il y en a eu. Il y a eu celle de Thurston au début des années, enfin la première partie des années 70. Thurston est revenu bien plus tard, et entre les deux, il avait réussi à nous donner la matière pour faire un séminaire qu'on a fait avec énormément de soin sur les travaux de Thurston sur les surfaces. Et ce travail a effectivement une renommée internationale, donc ça a beaucoup compté. Un autre nom, c'est celui d'Alan Weinstein, qui est venu et qui m'a en quelque sorte amené à travailler sur la géométrie symplectique. Et j'ai aussi écrit donc au tableau, en écho à ce cours de Siebenmann dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelait le fibré tangent. On a fait un séminaire qu'on a appelé le fibré cotangent, et qui était justement à la période où Alan Weinstein était là. Et c'est ça qui m'a amené vers les fonctions génératrices et au travail que j'ai dirigé sur Jean-Claude Sicrave. Donc c'est quand même une influence très importante, c'est ça qui a vraiment, ces présences de visiteurs qui ont vraiment donné une nouvelle orientation à ton parcours mathématique. Alors, en quelque sorte, dans ces années-là, c'est assez intéressant. Oui, peut-être je peux en parler. Donc, il y avait... J'ai peut-être quelques résultats que je peux évoquer. Il y en a un qui est vraiment issu de ma fréquentation de l'environnement formé par Jean Serf, Siebenmann, Poenarou et Harold Rosenberg. C'est un problème qui m'avait été posé par Poenarou, qui concerne la question suivante: est-ce que deux sphères plongées homotopes sont-elles isotopes? Voilà un énoncé très facile. Et c'est très facile de voir que ça implique ce qu'on appelle la conjecture de Poincaré en deux lignes. Mais le même problème peut être posé en admettant la conjecture de Poincaré, parce que toutes les variétés de dimension 3 qu'on connaît satisfont la conjecture de Poincaré. Une variété satisfait la conjecture de Poincaré si elle ne contient pas ce qu'on appelle de fausses boules,
c'est-à-dire de domaines compacts, simplement connexes et contractiles. Voilà. Et alors, j'ai réussi à démontrer que deux sphères homotopes dans une variété qui satisfait la conjecture de Poincaré. Maintenant, avec Perelman, on sait que c'est toujours le cas. Deux telles sphères sont toujours isotopes. Et alors, ce résultat, en quelque sorte, il avait frappé un certain nombre de gens, dont un spécialiste de la petite dimension qui avait un joli nom, Christos Papakyriakopoulos, qui était professeur à Princeton et qui a bien voulu prendre ce texte dans les annales. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai eu à la fois un cours PECO au Collège de France et que j'ai été nommé en CDI à Orsay, après quelques années de disparition dans d'autres univers. Et alors, c'est intéressant parce que ça m'a amené à réfléchir sur la petite dimension. La petite dimension plus l'influence Weinstein et cotangent m'a amené aux formes différentielles. Et à la fin des années 70, j'ai fait un théorème relativement important qui est sur les formes différentielles de degré 1, non singulières, de formes cohomologues sont isotopes. Et je mentionne, parce que c'est quand même amusant, que j'ai toujours dans la tête d'écrire une application. J'avais raconté ça oralement, mais je ne l'ai jamais écrit. On peut extraire de ça une démonstration du théorème de Cerf, connu sous le nom de gamma 4 égale 0. Et je crois qu'il faudra que je le fasse un jour. Mais en fait, j'ai plutôt glissé vers la géométrie symplectique et donc effectivement un monde un peu différent. Assez souvent, les gens travaillent de manière plus individuelle, c'est-à-dire sur des sujets qui sont un peu le leur, ou peut-être un groupe de 2 personnes ou quelque chose comme ça. Donc les collaborations, ça consiste à aller voir des gens qu'on connaît sur un sujet qu'on aime bien et discuter ensemble. C'est pas tellement participer au programme de recherche du labo qui serait quelque chose qui aurait été déterminé à l'avance par les instances gouvernantes. La manière dont on décide où est-ce qu'on va visiter, c'est plutôt en fonction de ses propres intérêts, de si on a une affaire en cours avec d'autres chercheurs ou des choses comme ça. Le but du jeu, c'est plutôt de trouver des gens qui travaillent sur un sujet très proche, où on a l'impression qu'on va travailler ensemble et faire des progrès. Mais pas tellement... Bon. Après, l'ambiance peut être différente. Il faut admettre quand même qu'il y a un tout petit peu de questions que les gens se parlent, parce que même on a commencé, maintenant c'est un peu amusant à dire, mais on a commencé le sujet de la physique. Ouais. Même pas, on fait tous les deux analyse harmonique, on se connaissait un tout petit peu avant, oui, mais on a commencé à travailler. Sujet qui était plutôt, qui est venu de la physique, on a trouvé... Ce qui était un peu étrange. Et là, pour le coup, effectivement, Orsay n'y est absolument pour rien. Mais bon. Après, je pense qu'il y a des départements qui ont des ambiances différentes. Mais je sais pas, pour moi, l'ambiance est un peu... c'est un peu le résultat d'un facteur humain. Moi, je ne crois pas que ce soit quelque chose d'historique ou de lié au statut du département ou de quoi que ce soit. Mais... C'est les deux peut-être parce que le statut du département, il arrive à attirer quand même les gens qui... vous pouvez choisir. On peut choisir. C'est un peu ça. Après, je ne sais pas si on choisit un facteur humain ou un facteur
Non, mais il faut admettre que les gens parlent quand même. C'est facile à frapper sur la porte, demander une petite question. Après, des fois, il y a des réponses, des fois, il n'y a pas. Les gens mangent ensemble. Oui, ça c'est le facteur français. Ça, c'est la différence entre la France et les États-Unis. Ah oui, ça c'est vrai peut-être parce que c'est assez rare aux États-Unis. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est une atmosphère très très agréable, plutôt chaleureuse. Après, je ne sais pas si c'est la question des pays ou si c'est le département. À mon avis, on a plus de visiteurs que dans le passé. Parce que les postdocs, ça n'existait pas il y a 10 ans, je crois. Ah, vraiment, je ne savais pas. Peut-être il y a 15 ans. Je ne le savais pas. En France, non, on a longtemps eu le système, on passe sa thèse. Et si on est bon, on a un poste de maître de conf. Et donc maintenant, effectivement, je crois qu'on fait de temps en temps des offres à des gens qui viennent juste de sortir de la thèse, mais il faut qu'ils soient vraiment très très bons. Mais c'est aussi la question d'avoir les postdocs étrangers, parce que pour les étrangers, c'est quand même c'est une partie du système. Ouais, et après, comme... mais voilà, moi je crois qu'il y a quelques années, comme quand c'est un très bon département, j'imagine qu'il y a plein de gens, même de l'étranger, qui veulent faire un petit postdoc ici, juste pour comme le stage. Oui, ça c'est bon, peut-être il y a 15 ans que ça existe. Avant, moi je me souviens très bien qu'on m'a posé la question en disant j'aimerais bien faire un postdoc à Orsay ou à Paris, et je répondais je ne sais pas ce que c'est. Oui, je sais bien que ça existe à l'étranger, mais nous on n'en a pas. Mais tu vois ce que je dis, si quelqu'un, je ne sais pas, vient de l'Italie vers les États-Unis, il faut un postdoc. Donc là, ça va. C'est un endroit magnifique. On s'y est mis, oui. Effectivement, il y a du passage. Jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, on était plutôt à dire on va refuser parce qu'on n'a pas de place. Mais... C'est plutôt la question de... trouver une collaboration, même une idée de projet avec le professeur particulier. Donc, oui, je dirais toujours que c'est un endroit magnifique, mais après, c'est la compétition dans le sens que c'est pas gagné, que les gens ici veulent prendre le postdoc. En fait, je ne sais pas combien vous avez par an. Alors, nous-mêmes, on n'a pas tant que ça, mais il y a maintenant donc, la fédération Hadamard, on doit avoir quelque chose comme 2-3 par an. Et puis il y a peut-être, alors effectivement, il y a des postdocs européens qui viennent ici. Donc moi j'aurais dit qu'on aurait à peu près une dizaine de visiteurs postdocs par an. Non, il y a plein de visiteurs. Il y a vraiment plein de visiteurs et il y a plein de gens qui ont une collaboration ici, à Orsay ou pas, à Paris, et qu'ils viennent chaque an ou 2 fois par an, quelque chose comme ça. Mais dans son domaine, on connaît peut-être presque tout le monde. Donc on se voit tout le temps en conférence, on se voit ici des fois. Des gens qui viennent relativement régulièrement, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas si facile que ça de voyager. Il faut trouver le temps. On ne peut pas voyager partout tout le temps. Il y a le problème de financement. C'est-à-dire on ne pourrait pas inviter trop de monde de toute façon. Oui, mais aussi, comme le temps, c'est toujours un problème, ça veut dire que ça prend une collaboration assez forte, déjà pour aller quelque part pour un mois, 2 mois, parce qu'on enseigne chez nous. Donc, ça veut dire qu'il n'y a autant de temps que ça pour voyager naturellement. Et après, il faut faire des priorités.